Premier point à traiter, c'est l'approbation du précédent procès-verbal de notre dernière réunion. Oui, Jean-Louis, bienvenue. Donc, tu es là, tu es à côté de Catherine, je crois. Y a-t-il des remarques ou des demandes de modification sur le dernier procès-verbal de notre dernière réunion? Non. Donc, peut-on considérer qu'il est approuvé? Qui est pour? Merci de cette unanimité. Deuxième point, avant d'attaquer l'ordre du jour, notre traditionnelle désignation du ou de la secrétaire. Y a-t-il quelqu'un là-dessus? Est-ce que... Monsieur Lucena, toujours? Y a-t-il des oppositions à ce que François soit notre secrétaire? Non, donc merci François d'être spontanément volontaire pour cette tâche. Et on peut attaquer notre ordre du jour. Le premier point à l'ordre du jour concerne le reversement d'une partie de la taxe d'aménagement que perçoit la commune. C'est un point qu'on a voté en conseil communautaire là-dessus. Il s'agit, en fait, il y a deux parties à ces éléments-là. Une première partie, ça concerne les zones d'activité économique, dont la compétence, je parle de l'économie, est au niveau de l'intercommunalité. Les charges sont portées par l'intercommunalité, donc il paraît logique et normal de flécher les futures implantations et les futures taxes d'aménagement à percevoir des zones d'activité, et de notre zone d'activité de la Pomme en particulier, que ce soit un, deux ou trois, par rapport à ça. Donc c'est la première partie de ce qui vous est proposé. Et la deuxième partie, c'est nous sommes amenés à développer au niveau de l'intercommunalité des services qui sont liés, et qui sont liés en particulier à notre population spécifique commune. Et vous avez tous en tête qu'on a décidé d'un plan local, un PLS, plan local de santé, sur lequel on a décidé d'embaucher une personne dont une bonne partie du poste sera financée par l'ARS, mais néanmoins, il reste à la charge de l'intercommunalité 50% de ce poste-là. Et il nous a semblé normal pour tous les maires de l'intercommunalité de flécher une partie de notre taxe d'aménagement pour justement financer en particulier ce point-là, pas le seul, mais en particulier cet élément-là. Alors, au niveau global de l'intercommunalité, on a discuté de quel taux, on s'est agréé, et c'est ce qu'on a voté, sur un taux de 9% de la taxe d'aménagement, le 9% étant la résultante en fait du prorata des investissements que réalise l'intercommunalité par rapport à la somme des investissements réalisés par chacune des communes. Et comme c'est lié aux investissements, le 9% est sur une période de 3 ou 6 ans, c'était le taux qui ressortait comme étant le taux moyen d'investissement par rapport à ça. Donc on a décidé en conseil communautaire de transférer dans chacune de nos communes 9% de la taxe d'aménagement. Alors le global de l'enveloppe au niveau de l'intercommunalité, si toutes les communes transfèrent ça, c'est de l'ordre de 25 000 euros, suivant les années. Et bien évidemment, ça dépend du montant des taxes d'aménagement perçues par les uns par les autres. Et comme d'habitude, la ville de Revel représente plus ou moins 50% de ces taxes d'aménagement. Il a été aussi décidé que cela se ferait sur le volontariat des communes, c'est-à-dire que même si les communes n'acceptaient pas ou ne votaient pas ces éléments-là, les autres communes qui désireraient le faire pourraient transférer les éléments-là. À date, il y a 2 communes qui ne souhaitent pas. Alors pour des montants qui font pour l'une 30 euros et l'autre montant 40 euros, bon voilà, c'est le choix et chaque conseil communal est bien évidemment libre de faire ou pas. Mais je vous propose que nous participions à cet effort de l'intercommunalité avec en particulier un fléchage sur le CLS. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Non, ça vous semble clair? Donc ça serait
pour les taxes perçues à compter du 1er janvier 2024, bien évidemment. Voilà. On peut procéder au vote s'il n'y a pas de questions. Donc, qui est favorable à ce transfert? Qui s'abstient? Qui est contre? Bien, merci beaucoup de cette unanimité. Je pense qu'il faut donner les moyens à l'intercommunalité pour des projets communs de faire jouer la solidarité. Deuxième point à l'ordre du jour, le maintien des garanties d'emprunt à la SA HLM Promologie. Martine, pardon. Oui, bonsoir à tous. Par délibération du 24 juin 2004, la commune de Revel a accordé sa garantie d'emprunt à hauteur de 30% à la SAHLM Promologie pour la souscription de 2 emprunts d'un montant total à l'origine de 192 541 € relatifs à une opération d'acquisition et d'amélioration de 2 logements situés au 31 boulevard Gambetta à Revel. À la suite du regroupement de ces 2 prêts sous un seul contrat, la commune a réitéré sa garantie partielle par délibération du 11 février 2008. Ce jour, dans le cadre d'un réaménagement de sa dette, la SA HLM Promologie appelle les garants initiaux à délibérer à nouveau en vue d'apporter leur garantie, de la maintenir pour le remboursement des lignes de prêt réaménagées qui les concernent. Je vais donc vous proposer d'approuver le maintien de la garantie d'emprunt accordée selon les conditions que je vais vous résumer. La commune de Revel réitérerait sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagé à hauteur toujours de 30%. Pour information, le montant résiduel des prêts est d'un peu plus de 48 000 €. Vous avez une annexe caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagé qui indique les détails des nouveaux prêts. La garantie de la collectivité, donc de la nôtre, sera toujours accordée à hauteur de 30% pour la durée totale de chaque ligne du prêt réaménagé jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce maintien de garantie? En fait, le micro, on garantit des emprunts qui sont faits pour des vocations sociales. Donc c'est assez classique, et c'est-à-dire qu'on arriverait à se substituer en cas de défaillance des organismes sociaux. Oui, mais dans la compréhension de ce que j'avais vu, c'était un prêt qui datait de 2004, donc 19 ans, un peu moins de 200 000 €. Donc c'est un prêt à long terme. On va garantir le tiers de 40 et quelques mille euros. C'était juste ma question, c'est parce que je voulais savoir exactement le montant qu'on garantissait par rapport à ce qui restait du prêt et qu'on ne soit pas en train de garantir des prêts successifs qui ont été additionnés. Non, c'est 30% de 48 435 €, le montant résiduel au 1er avril 2023. Et on l'a fait de façon classique, chaque fois qu'un bailleur social fait une opération sur notre commune, il demande qui au conseil départemental, qui à la commune, de venir en garantie sur les emprunts. Ce qui permet de financer et de boucler ces éléments sociaux. Donc voilà. Ça veut dire que là, on n'engage pas davantage par rapport à ça, mais il y a un montant non négligeable de garantie sur emprunt quand on les cumule tous depuis, et comme tu le dis, c'est sur des périodes très très longues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je vais vous demander donc d'approuver. Qui est pour? Je pense que c'est l'unanimité, je vois pas d'abstention. Qui est contre? Ou de contre. Merci. Merci. Martine, toujours toi, sur l'indemnité de gardiennage des églises. Voilà. La ville de Revel attribue annuellement une indemnité de gardiennage des églises communales au taux maximum. Celle-ci peut faire l'objet d'une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la même périodicité. Le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice a été revalorisé à 496,09 €. Je vais donc vous proposer de fixer pour 2023 et pour les années futures, en l'absence de revalorisation, cette indemnité accordée à Monsieur le curé à 496,09 €. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Oui, Charlotte. Ah, pardon. Je découvre là. Oui. Mais on le vote depuis 3 ans, chaque année. Tu devais pas être vigilante, mais je crois que tu avais déjà posé une question il y a 2 ans, ouais. Mais vas-y. Moi, vas-y. Non, savoir si c'est obligatoire
soir, en fait. C'est possible, donc on le fait, c'est possible. Tout à fait. Et c'est, de façon généralement, on fait dans toutes les communes. De façon assez générale. Voilà. Mais c'est pas la première année, c'est pas un fait nouveau, quoi. C'est ça que je voulais. Voilà. Oui, indemnité annuelle, mais je l'avais précisé. C'est annuel et c'est pour le curé résident sur la commune. Oui. Ouais. C'est-à-dire que vu le nombre de clochers qu'il a, il ne va pas toucher cette indemnité par clocher. Pas d'autres questions? Alors, qui est pour? Pardon, non, il y a des questions, non? Qui est pour? Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Il y a 2 abstentions, c'est ça? Ok. Merci. 4e point, c'est création de postes. À l'absence de Marielle, je vais prendre ce point. Alors, je vous propose les créations, les modifications de postes suivants. Création d'un poste de médecin territorial à temps complet en vue du recrutement d'un 2e médecin, ce qu'on avait dit depuis le début dans notre centre médical municipal de santé, centre municipal de santé. On a pour le moment une secrétaire médicale et un médecin à temps partiel, et l'objectif étant de recruter un 2e médecin à temps complet. La difficulté étant d'identifier, de trouver ce médecin. C'est Jérôme à la manœuvre là-dessus. Merci à lui. Un poste à temps complet dans les cadres d'emploi de rédacteur territorial, d'adjoint administratif en vue du recrutement d'un conseiller de prévention. Ça, c'est un poste très important qui n'existe pas pour le moment, et c'est une création de poste. Nous avons dans la commune besoin de ce poste-là pour accompagner en prévention. On a un taux relativement important d'accidents de travail. On est à 9 accidents de service, je l'appelle travail, mais c'est service, depuis le début de l'année. On avait confié la rédaction document unique, du document unique il y a 2-3 ans à une stagiaire longue durée, et depuis ça n'a pas bougé. Donc ce sont des postes très importants. Notre personnel vieillit comme nous, et on doit avoir de plus en plus de tâches de prévention et d'anticipation, de reconversion, qui demandent la création d'un poste supplémentaire qui ne vient pas remplacer, bien évidemment, le poste tenu par Patrick Aronzi, qui lui s'occupe des équipements personnels de protection des EPI, qui s'occupe de la sécurité au sens incendie, etc., des bâtiments publics, et qui a déjà une tâche bien large compte tenu de tous les établissements que nous avons. Et on a vraiment besoin de la création de ce poste-là pour se projeter dans de la prévention par rapport à nos agents. Je crois que c'est vraiment vital d'avoir ça désormais. Je continue par rapport à ça. Un poste à temps complet dans les cadres d'emploi en vue du remplacement d'un agent au service des ressources humaines. Enfin, vous savez tous que malheureusement on a perdu Christelle qui est décédée. Christelle travaillait beaucoup. Bien évidemment, il faut, et même si le décès est récent, il faut bien remplacer malheureusement Christelle à ce poste-là, et c'est l'objet. On doit créer des postes d'administrateurs à temps non complet pour des agents administratifs, un poste d'animation à temps non complet pour 30 heures, 2 postes d'agents maîtrise, et tous ces postes-là, je vais aller un peu plus vite parce que vous l'avez sous les yeux, ce ne sont pas en fait des créations de nouveaux postes, mais ce sont des créations d'avancement de grade. Et vous savez que quand on avance de grade ou d'échelon, on est obligé de créer ces postes-là pour suivre la progression de nos agents. Ce ne sont non pas des postes nouveaux, ce sont des avancements d'échelons et de grades dans notre commune. Par contre, là, 2 postes d'adjoint technique à temps complet en vue de procéder au remplacement et au renforcement des services festivités, c'est-à-dire des supports aux festivités. On avait expliqué qu'on allait renforcer ce pôle, qui est un pôle vraiment important, avec le remplacement du
responsable de service qui part à la retraite, hein, Bruno Maire, pour appeler les gens par leur nom, remplacé par Cédric Bernis. Et pour épauler Cédric Bernis, on a créé 2 postes, en utilisant d'ailleurs et en promouvant des agents de la commune existante pour pouvoir encadrer les équipes, en particulier d'été, de renfort en été, qu'il faut et qu'il convient d'encadrer. Donc on a là aussi fait monter ces 2 agents pour qu'ils puissent prendre en charge les équipes de support aux festivités, qu'on appelle en langage courant chez nous le service de festivité. 2 postes d'adjoint technique en vue de procéder au remplacement de festivité, pardon, je viens de le dire. Un poste d'adjoint technique à temps partiel en remplacement d'un agent du service entretien placé en retraite. Une personne est partie à la retraite suite à invalidité, donc il faut remplacer cette personne-là. Et là aussi, création d'un nouveau poste à SEM, puisqu'on crée une classe supplémentaire en maternelle. Et vous savez que quand il y a création d'une classe en maternelle, alors on pourrait être beaucoup plus strict et n'en avoir qu'une pour toute l'école maternelle, ou par site. Ce qui n'est pas le... Non, mais on pourrait, ce qui n'est pas le cas, et on a décidé, et on renforce ces éléments-là, de adjoindre à chaque classe de maternelle un ATSEM pour permettre l'accueil des enfants, etc. Et qui n'est pas... c'est des postes importants pour l'accueil de nos enfants dans les écoles, et il faut valoriser. On a fait tout un travail de valorisation de ces postes-là, qui ne sont pas des postes faciles, parce qu'ils sont pris entre... Si on pouvait couper les téléphones, ça serait pas mal, merci. Ces postes-là, donc c'est des choix importants, entre les professeurs et entre les parents, et c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on a la chance d'avoir une nouvelle classe maternelle au Roger Sudre, donc on crée ce poste-là. Voilà les propositions de postes, de création, d'avancement. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ces évolutions-là ? Moi, juste par rapport au profil du conseiller de prévention, en prévention. Ouais. Le micro. Alors, on a fait la définition de fonction. Je reprends la question. C'est quel est le profil ? C'est vraiment quelqu'un, c'est un préventionniste, quoi, de façon très très large. Hein, un préventionniste est tourné vers les agents municipaux. On a 170 agents municipaux. Donc, oui, donc c'est vraiment un préventionniste, quelqu'un qui est là pour accompagner les agents municipaux, qui sera par ailleurs le référent risques psychosociaux, RPS, pour prendre des éléments, qui aura aussi cette partie-là. Donc voilà, mais on tient à la disposition de tous et chacun la définition de fonction par rapport à ça. Donc, poste, vraiment important. Hein. Je pense que c'est un élément fort dans la gestion de notre personnel et de nos agents, d'accompagner les agents par rapport à ça. Enfin, on a des progrès à faire sur les arbres des causes, et quand on a des accidents de service, on a beaucoup de choses à faire. Et en matière de formation ? Quelle est sa formation ? Non, en matière... gestes et postures, etc. Exactement. Donc, s'il te plaît, ne parle pas... Pardon, je vais me faire démonter. Je ne sais plus comment tu l'appelles maintenant. Mais... Prap, pardon. J'ai le micro du coup. mais en français, c'est comment ? Prévention des risques liés à l'activité physique. D'accord, voilà, on va l'appeler comme ça. Tu me le rediras parce que je vais l'oublier aussi vite, mais c'est pas grave. Non, mais effectivement, ça fait partie de la définition de fonction qu'il faut mettre en œuvre, bien évidemment. D'autres questions ? Pram, hein. Gardez en tête Pram et vous me le rappellerez parce que Pram. Très bien. On va mourir un jour avec tous ces sigles, mais c'est pas grave. On embauchera un préventionniste pour nous expliquer les sigles. D'autres questions sur ces emplois ou les autres emplois ? Non, donc je vous propose de procéder au vote et de m'autoriser à enclencher ces différents éléments. Qui est pour ? Qui est contre ? Bienvenue Gélo. Tu es, je sais pas où, tu es là-bas. Voilà. Tu es au bout de la table, comme ça on est sûr que tu déranges personne quand tu arrives.
point suivant, et c'est Jérôme, modification du poste et en termes de temps de coordinatrice sport-santé. Oui, donc bonjour à tous. Il s'agit de la possibilité donc de transformer le poste à mi-temps de notre coordinatrice APA à temps plein. Donc, conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, il est proposé au conseil municipal de créer le poste non titulaire suivant, donc un poste à temps complet d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, en remplacement d'un poste à temps non complet, dans le cadre de l'augmentation du temps de travail de la coordonnatrice sport-santé. Donc la maison sport-santé fonctionne très bien et nous avons eu la possibilité d'étendre son champ d'action, notamment le sport en entreprise, handicap et sport, et à terme de s'associer à un projet de prise en charge des enfants en surpoids dans le cadre du réseau REPOP. Et donc cela justifie d'augmenter le poste de Mallory à temps plein, d'autant plus qu'elle a quand même énormément travaillé pour lancer cette maison sport-santé qui marche très bien en lien avec les associations, en particulier les associations qui ont des éducateurs formés à l'APA, en lien avec les médecins du territoire et aussi tous les paramédicaux qui se sont bien insérés dans le dispositif, notamment les kinésithérapeutes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Et ça permettra aussi de sanctuariser la personne en question, puisque un mi-temps depuis 2 ans maintenant, quasi, oui, était compliqué. Donc ça lui permet là aussi de transformer un mi-temps en temps complet pour la personne. Voilà, tout à fait. Et, de la mettre dans les meilleures dispositions. D'autant plus que, évidemment, ça va faire un surcoût pour la commune, mais c'est un domaine, le sport-santé, où il y a énormément de financement à trouver, à récupérer. L'augmentation de son temps de travail va permettre aussi de monter des dossiers et de rentrer dans des projets nationaux, etc., qui vont en partie financer son poste. Voilà. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour remercier Mallory Seconde, donc, qui a tenu ce poste et qui a lancé la maison sport santé. Et puis remercier aussi Brigitte qui a eu l'idée de la maison sport santé dans la fin du mandat précédent et que nous avons réussi à mettre en place. Voilà. Donc si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à constater les besoins concernés, à signer les arrêtés à intervenir, d'approuver le tableau des effectifs non titulaires modifié et annexé à la présente délibération. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Qui est pour ? Ben, je vous remercie. Merci. Annie, tu nous parles de la convention territoriale globale, CTG pour les intimes. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. La CTG est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, ainsi que la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. À l'issue du contrat enfance et jeunesse, la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne, la commune et l'intercommunalité souhaitent renforcer leur action afin de répondre à des objectifs partagés et déclinés au regard des besoins des familles du territoire. La CTG sera d'une durée de 4 ans. Ce projet est établi à partir d'un diagnostic réalisé au cours du premier semestre 2022, conjointement avec les acteurs de terrain, animateurs, éducation nationale, élus municipaux, crèches, associations, etc. et la CAF sur différentes thématiques prioritaires dans le cadre de la politique familiale et sociale sur le territoire. Le diagnostic a couvert les domaines de la petite enfance, la parentalité, l'enfance-jeunesse, l'animation de la vie sociale, l'insertion, accès aux droits et l'inclusion numérique afin d'identifier les besoins prioritaires sur la commune ou communauté de communes, de définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre-besoin,
de pérenniser et d'optimiser l'offre des services existantes, de développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services existants, de permettre l'expérimentation de nouvelles actions partenariales et co-construites, de prétendre un soutien financier avec le bonus territoire CTG qui se substitue au financement du contrat Enfance Jeunesse et qui vient en complément des prestations de services versées. À l'issue du diagnostic, 3 axes d'intervention ont été retenus pour l'intercommunalité qui seront déclinés en fonction des situations de chaque commune. Axe 1. Permettre aux familles de trouver les réponses adaptées à leurs besoins. Permettre aux familles de concilier vie professionnelle, sociale, familiale en développant les missions du service petite enfance et en pérennisant l'offre. Travailler le maillage territorial de l'offre d'accueil enfance-jeunesse de manière cohérente en favorisant la mise en réseau des acteurs et la mobilité des familles. Déployer une stratégie de communication pour rendre l'offre lisible et accompagner tous les publics. Axe 2. Travailler ensemble, coopérer, mutualiser les moyens pour garantir des politiques sociales efficiente. Structurer une politique d'accompagnement à la parentalité, permettre à travers notamment la mobilité, un accès aux droits, à l'emploi et aux services à tous les habitants du territoire. Accompagner et répondre aux besoins des populations, aux besoins spécifiques à travers la mise en place des politiques et actions inclusives. Axe transversal, rendre lisible l'offre existante sur le territoire et coordonner les actions sur le territoire. Mettre en place une coordination à l'échelle de l'intercommunalité. Déployer une stratégie de communication pour rendre l'offre lisible et accompagner tous les publics. La CTG définit et encadre également les modalités d'intervention des signataires. La signature de cette convention conditionne l'obtention des subventions de la CAF pour le fonctionnement des ALAE, de l'espace jeune, de la ludothèque, ainsi que des différents projets en lien avec les familles. Je vous propose d'approuver et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et tout document nécessaire en relation avec cette opération. Y a-t-il des questions? On en a parlé fréquemment, y compris en conseil communautaire, cette CTG qui nous permet en fait de conventionner avec la CAF. Avec la CAF, oui. Avec la CAF. Non, honnêtement, c'est pas blanc-noir comme ça. C'est-à-dire qu'on comprend que sur une échelle territoriale, parce que c'est ça les grands changements avec la CAF, c'est qu'ils souhaitent arrêter de discuter petit bout par petit bout, et c'est pour ça qu'on l'appelle globalisé, pour essayer d'avoir des actions larges et couvertes sur tous les domaines. Vous avez vu, je ne vais pas reprendre ce que vient de dire Annie. Donc non, on n'est pas dans ce mode couteau sous la gorge, quoi. Je crois que c'est des partenariats qu'on mène. Bien évidemment, on pousse nous pour avoir le maximum de conventions par rapport à ça, ce qui peut susciter quelques discussions, en particulier en termes de subventions sur les postes de coordination, des choses comme ça. Mais voilà, la CAF est un partenaire qui est plutôt proactif. Vous avez eu à disposition les diagnostics sur les territoires, qui est venu compléter le diagnostic qu'on a fait sur l'analyse des besoins sociaux qui était obligatoire dans les centres communaux d'action sociale, en l'élargissant au niveau du territoire. Donc c'est plutôt du partenariat, et je voudrais bien l'appeler partenariat. Enfin, n'oublions pas qu'il subventionne beaucoup. Tout à fait, oui. D'autres questions, remarques? On en est où de la convention? Donc tu vas la signer, oui. Mais la monnaie sonnante et trébuchante, on va la voir, ça suit naturellement. Parce que là, on est déjà à la milieu de l'année, il y a déjà des subventions. D'accord. Oui, ça suit. Et on est à peu près conforme à ce qu'il y avait les années précédentes. Exactement. Donc là où on s'est un peu
arc-bouté et discuté, c'est qu'ils voulaient qu'on porte pleinement le poste de coordinateur de la fameuse CTG, qui nous impose quand même un peu. Donc on leur a expliqué que, ok, s'ils nous imposaient un poste de coordination, il fallait qu'ils financent aussi tout au parti de ce poste-là. Donc c'est ça qui a un petit peu enclenché. Mais enfin, ce sont des véritables partenaires, quoi, la CAF. Donc voilà. Bon, après, chacun joue avec ses contraintes et défend ses contraintes. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui est contre? Et pas d'abstention. Je vous remercie. Merci. Annie, toujours toi, sur la modification du règlement des accueils de loisirs associés à l'école, à la haie, là aussi, pour parler anacronyme. Alors, dans le cadre du fonctionnement du service périscolaire, la commune souhaite proposer une modification du règlement de service de l'ALAE à la suite d'un bilan effectué depuis la rentrée 2022-2023. Il s'agit des points suivants. Modification des tranches tarifaires des ALAE matin et soir, en passant d'une facturation au quart d'heure à une facturation forfaitaire selon 2 tranches horaires. Le matin de 7h30 à 8h50 et de 8h à 8h50. Le soir de 17h à 18h et de 17h à 18h30. Il y aura également une majoration de 50% du tarif en cas de non-réservation des repas. Nécessité d'effectuer une réservation pour les temps d'activité périscolaire. Précision sur les modalités d'accueil des enfants de moins de 3 ans durant les temps périscolaires. Je vous propose d'abroger le règlement de la LAE actuel à partir du 31 août 2023, d'approuver le nouveau règlement avec une prise d'effet au 1er septembre 2023. Le règlement sera disponible sur l'espace famille, le site internet de la commune et adressé à chaque représentant légal de l'enfant scolarisé au moment de l'inscription pour les temps périscolaires. Des questions ? Oui ? Oui, la rectification, en fait, elle est due au fait qu'il y a des problématiques de réservation régulière. Tout à fait, et toujours les mêmes. Pensez à prendre vos micros pour qu'on puisse être enregistré et entendu. Oui, voilà. Parce que maintenant, vous savez qu'avec le nouveau prestataire, là, il faut prévoir les repas à l'avance, contrairement au passé. Donc, on demande aux familles, elles sont averties assez longtemps, et il y en a toujours qui est encore au dernier moment, voilà. Certes, on ne laissera pas un enfant sans manger, mais quand même, il y a un minimum que les familles doivent respecter. Voilà. Qui est pour ? Qui est contre ? Je vous remercie. Merci. On parlait des repas. Charlotte, la transition est toute trouvée. Bonsoir, ça marche ? Non. C'est bon ? Là, c'est bon ? Ah, voilà. Alors, bonsoir. Donc, effectivement, je vais vous parler de la création de 2 cantines autonomes pour les écoles publiques de Revel. Actuellement, le service donc, de restauration est assuré par un prestataire extérieur en liaison froide, dans le cadre d'un marché public. Et ce sont les agents communaux qui réalisent la remise en température et le service auprès des enfants. On sert aujourd'hui environ 370 repas par jour, ce qui fait 53 000 repas par an. Alors, il a été décidé d'aller plus loin que ce service-là, mais de développer une restauration collective plus durable et de qualité, pour donc proposer aux enfants de nos écoles des qualités nutritionnelles et gustatives supérieures, parce que la liaison froide entraîne une perte au niveau des qualités gustatives et aussi nutritionnelles des aliments. Les enjeux sont tout à fait multiples sur ce projet, puisqu'il y a également, bien entendu, l'éducation au goût. On est à l'école, on fait de l'éducation à plein de choses.
Voilà, c'est aussi important de les éduquer au goût. Et puis aussi, il y a un aspect économique qu'il ne faut pas négliger, la possibilité de valoriser les ressources locales agricoles en pérennisant des exploitations ou en favorisant l'installation de nouvelles exploitations agricoles de producteurs sur notre territoire, afin de rendre notre territoire un peu plus résilient au niveau alimentaire. Ça nous permettra aussi de travailler, même si on n'est pas mauvais, franchement, sur la réduction du gaspillage alimentaire. Voilà, donc pour faire cela, on a lancé 2 études, une première étude de faisabilité et une seconde étude qui a permis de dresser un pré-programme. Du coup, on arrive au scénario suivant aujourd'hui. Le dimensionnement des installations sur la base d'un volume de 450 repas par jour. Voilà, on est à 370, on montera à 450. Honnêtement, je pense qu'on pourra faire même au-delà. Pourquoi cette augmentation? On suppose qu'il y aura plus de personnes qui voudront mettre leurs enfants à la cantine. Et aussi, on a une sous-utilisation de notre cantine par rapport aux communes équivalentes de même taille. Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui mangent à la maison à Revel, qui rentrent chez eux pour manger, ce qui est assez rare. Donc on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation dans les années à venir. L'idée est de créer 2 cuisines autonomes, une au groupe scolaire Roger Sudre et l'autre au groupe scolaire de Loré-de-Vore. Quant à l'école de Coufinal, elle ne peut pas accueillir de cantine de production, donc elle sera livrée en liaison chaude, ce qui permettra de garantir toujours les qualités gustatives et nutritionnelles des aliments. Et la livraison sera assurée par quelqu'un qui a aussi préparé les repas, ce qui permettra de garder ce lien aussi éducatif qui est important. Il faudra donc pour cela réaménager les espaces existants, parce qu'on est très contraint, notamment à Roger-Sudre, pour tout ce qui est épicerie et puis tout ce qui est produits frais, il faut entreposer tout ça. Donc il nous faut des chambres froides, etc., etc. Voilà. Donc il y a une superficie totale de création de nouveaux espaces entre 150 et 200 mètres carrés à peu près. Voilà, on a essayé de demander à ce que ce soit le moins possible, parce que l'idée, voilà, c'est quand même un projet aussi qui a vocation environnementale, écologique, donc on ne veut pas non plus qu'il y ait trop de bâtiments construits. Parce que, voilà. On pourra peut-être faire moins, à voir. Il y aura aussi une adaptation au niveau des moyens humains, c'est évident, puisqu'on va complètement changer de façon de travailler, avec une augmentation du temps de travail, un changement, une évolution dans les postes des agents actuellement en poste, une nouvelle répartition des missions, et le recrutement d'un chef qui chapeautera les deux cuisines. Il faudra pour cela donc prévoir un plan de formation également. On a le temps de l'envisager puisque l'objectif c'est une ouverture pour la rentrée de septembre 2025. On a estimé le coût de fonctionnement à 60 000 € par an, TTC. Et quant aux investissements, ils s'élèveraient à environ 960 000 € hors taxe. Actuellement, le prix moyen du repas est de 7,29 €. On table sur un impact par rapport à ce prix-là d'environ 40 centimes par repas d'augmentation, pas de baisse. On fera donc les travaux en site occupé, bien entendu, parce que sinon ça sera compliqué. On ne peut pas demander aux parents d'amener les casse-croûtes pendant plusieurs mois. Donc voilà, ça se fera en plusieurs phases. En site occupé pour une partie, tout ce qui est construction de bâtiments, et ensuite pendant les vacances scolaires pour tout ce qui est bâtiments existants. Voilà, vous avez pu voir en pièce jointe le pré-programme qui est très détaillé. C'est peut-être pas exactement là-dessus qu'on ira, mais en tout cas, voilà, on a une idée assez précise de ce qu'on veut au niveau des bâtiments, mais aussi au niveau du matériel qu'on veut y mettre. Voilà, donc je vous propose d'approuver le programme de cette opération et d'approuver le plan de financement ci-dessus. Peut-être, si vous avez des questions avant, peut-être. Oui, moi j'ai juste une précision, les 40 centimes ne seront pas forcément aux familles. Aux familles, oui, tout à fait. C'est une prise en charge que la mairie... Ça viendra au-dessus là-dessus. C'est un budget sur 40 centimes fois 60 000 repas. Ça fait un certain coût, mais ça ne se traduira pas automatiquement par une augmentation à due concurrence pour les familles. Que ce soit bien précis là aussi. Oui. Olivier, n'éteins pas ton micro, on gagnera du temps. Non. Ça fonctionne, oui. Charlotte, merci pour tout le travail que tu as effectué depuis de longs mois.
J'ai regardé le pré-programme, les pré-constructions, tout ce qui a été fait. Moi, je suis troublé. D'abord, pour les 60 000 euros que tu annonces, ça me paraît dérisoire par rapport à ce qui est mis en place. Or, pour arriver à un projet, on arrive à minimiser un certain côté pour arriver à un projet. Ça, c'est un peu ma première remarque. C'est quoi les 60 000 pour que tout le monde comprenne? 60 000, ce sont des frais de fonctionnement supplémentaires. Oui, mais bien sûr, ce n'est pas les frais de fonctionnement. Je rebondis sur les 40 centimes dont tu parlais, multipliés par 53 000 repas. On est déjà à 20 000 euros de charges supplémentaires pour la commune, sans compter l'embauche d'un chef cuisinier. C'est compris dans les 60 000, hein, je te rappelle. Si tu veux, les embauches nettes, c'est un chef cuisinier qui n'est pas. Et après, c'est un transfert de compétences avec du personnel qu'on a d'ores et déjà. Existant, hein. Il n'y a pas zéro personnel au moment où nous parlons. Non, mais je sais bien, mais le personnel sera occupé de façon différente. Ça voudra dire des modifications de contrat de travail et des heures supplémentaires à ajouter à leur contrat. Je ne suis pas sûr qu'on parle d'heures supplémentaires. Ouais. Pas forcément. Parce que je te rappelle qu'on ne travaille que 4 jours pour les écoles et ce n'est pas 5 jours. Donc il y a tout un travail à faire, mais qui sera fait dans 18 mois, enfin d'ici 18 mois, puisqu'on prévoit ça à la rentrée scolaire 2025, de formation, d'adaptation des agents, sachant que c'est perçu par les agents par une chose différente dans leur contrat de travail, mais ils y voient beaucoup de valorisation. Donc, n'oublie pas que pour le moment, sur l'impact des coûts, nous payons une certaine marge à notre prestataire extérieur, qui ne sera plus là. Donc, effectivement, tu peux trouver que 60 000 n'est pas excessif, que le 40 centimes n'est pas excessif, mais il n'y a plus de marge de l'autre côté. Et généralement, les externes et les sous-traitants, ils ne font pas ça parce que Charlotte a de jolis yeux bleus. Non, mais on reste sur une estimation que, pour ma part, je pense être sous-estimée, justement. Alors, on a pu visiter des cantines sur des communes avec des niveaux à peu près équivalents de production de repas. Je ne pense pas que nous allons aller sur des heures supplémentaires. On a vu des cantines avec un nombre d'agents inférieur à celui que nous aurons, nous, dans nos cantines, produire 450 repas. Je peux l'affirmer. Oui. Voilà. Donc, voilà, je ne pense pas. Effectivement, ils vont monter en compétences. Donc, ça, c'est évident. Il y aura un chef. Ça, c'est évident. Mais, par contre, au niveau du nombre d'heures travaillées, si le travail du chef est bien fait, si c'est bien organisé, c'est tout à fait faisable. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que c'est le chef qui va gérer les achats. Et s'il fait bien les choses également, il peut travailler sur ses achats, sur les contrats qu'il réalise avec ses fournisseurs, et sur tout ce qui est gaspillage alimentaire également. Il y a des choses à gagner, quoi. Voilà. J'ai d'autres choses à dire. Hein. C'est pour montrer que j'ai quand même lu le travail de Charlotte. J'espère que tout le monde l'a fait aussi. Dans ce qui est d'un prévisionnel alimentaire, moi je me suis posé la question avant il y avait des cantines municipales, des cantines dans les écoles avec la cantinière et tout ça. Pourquoi on a quitté ce statut? Pourquoi on est parti vers plus d'industrialisation, plus de volume? Donc mon deuxième propos, c'est on parle de circuit court, c'est très bien, moi je suis à fond pour le circuit court, mais sur le papier qui est modulé et présenté, il y a beaucoup de produits surgelés. Tu parles de légumes de saison, de tomates, de courgettes, malheureusement ces légumes-là arrivent très souvent en circuit court dans une autre région au moment où les écoles sont fermées. Donc ça va poser un problème d'alimentation. Moi je vois quand je vais faire le marché l'hiver, je ne pense pas que les gamins ne mangent que des blettes ou du chou. Alors là, bon, je vais peut-être m'avancer un peu, mais c'est vrai que l'idée de cette cantine, il faudra la poursuivre un petit peu plus loin, je pense, avec un projet alimentaire territorial pour pouvoir travailler sur les filières. Donc ce que tu dis est tout à fait juste, hein. Effectivement, on a des produits qu'on va trouver que l'été. Voilà. Mais il n'empêche qu'il y a plein de cantines en France qui fonctionnent comme ça. Je ne suis pas sûre qu'ils mangent que du gratin de blettes. Mais bon, après, il faudrait voir. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que nous, on a vu quand on a visité les cantines. Les repas sont quand même assez variés. Il y a effectivement l'idée de se dire, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une légumerie sur notre territoire ou pas? Est-ce qu'on peut accompagner des producteurs pour qu'ils montent ce type de structure? Quel travail on peut faire aussi avec des fournisseurs qui ont déjà des outils, hein, comme ce type de choses de légumerie, c'est-à-dire ils achètent à des producteurs locaux, ils font la transformation, ils mettent en conserve ou en surgélation. Donc il y a plein de choses à faire. Voilà.
Et enfin, pour ma part, après, tout le monde peut poser des questions. Dans les présentations de plans, on est sur un plan, j'allais dire, interne, où on voit les pièces qui sont modifiées, toutes les structures et tout ça. Moi, il y a un truc qui ne me convient pas, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Tourner vers l'extérieur, c'est-à-dire le point de livraison à Roger-Sudre, qui est chemin de Lourmette, là, quasiment en face de la maison de retraite, dans un endroit où déjà les problèmes de circulation sont très importants, et faire des livraisons avec des 19 tonnes maximum, ça me paraît très très délicat. Alors les livraisons ne se font pas quand il y a le gros de la circulation, c'est-à-dire à l'arrivée des écoles, ça c'est beaucoup plus tôt le matin. Et ensuite, on a une option un peu différente qui sera travaillée dans le programme, parce que là, c'est le pré-programme. Dans le programme, on a une option différente justement du site de livraison, parce qu'on constate bien que ça risque d'être un problème. Après, les 19 tonnes, il n'y en aura pas très souvent, parce que là, ça va livrer essentiellement l'épicerie, donc bon, ça sera peut-être une fois par semaine, mais certainement pas tous les jours. Quant aux producteurs, quand ils livrent, ils ont des petites camionnettes, c'est pas encombrant. Voilà. Pour tout ce qui est plan aussi, intérieur, bon, voilà, faut pas prendre pour argent comptant exactement les plans tels qu'ils sont. Peut-être qu'on partira là-dessus, peut-être qu'il y aura des améliorations. On l'a montré déjà à plusieurs cuisiniers, chefs cuisiniers, parce qu'il y a les cuisinistes et il y a les cuisiniers. Donc ils n'ont pas le même regard. Voilà. Donc c'est intéressant de voir avec les cuisiniers qui sont la main dedans et qui m'ont déjà dit, qui nous ont déjà dit que bon, bah là c'est peut-être pas l'idéal, parce que là on peut regagner de la place, là il faudrait peut-être agencer autrement. Donc voilà, c'est un pré-programme, ça reste encore à retravailler. Alors juste une petite remarque, c'est qu'il y a les entrées d'école chemin de Lourmette aux heures scolaires. Par contre, le matin, il y a tous les soins qui vont à la maison de retraite. Oui, mais ils n'attaquent pas forcément à 6h du matin ou à 6h du matin, les soins. Parce que les livraisons... c'est la résidence senior. Si je regarde les livraisons dans Revel, elles ne respectent pas toujours les horaires. À la cantine, ils ont intérêt à respecter les horaires, sinon les repas, ils sortiront pas. Puis je rappelle que l'entrée de l'école, elle n'est pas chemin de Lourmette, mais elle est rue Montpezat. D'accord, on va repartir à la base. Moi qui habitais dans cette école, avec Patricia, il n'y a pas loin. Donc l'entrée de l'école n'est pas chemin de Lourmette, mais elle est rue Montpezat, et c'est pour ça qu'on a sécurisé l'entrée de ce côté-là et fait un parking de ce côté-là. Qu'on ait un souci à faire respecter ça, ceci est pour moi indépendant de la cantine. Et si on dit on bloque la cantine autonome parce que les gens ne respectent pas les entrées et lâchent leurs enfants là où ils ne devraient pas les lâcher, on a un autre point que le point de la cantine, si je peux me permettre là-dessus. Et je pensais que tu allais nous féliciter pour la qualité des trottoirs de la résidence senior. Mais je ne t'ai pas attendu sur ce point-là, Olivier. Si tu veux, je peux te féliciter et féliciter tout le monde. Je suis encore passé hier voir un petit peu comment c'était. C'est super, merci. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Si, moi j'en ai. Allez, vas-y. Non, j'en ai. En complément de ce qu'a dit Olivier. Donc j'avais les mêmes remarques, notamment sur les denrées, l'acheminement des denrées. Il y a beaucoup de surgelés dans le projet qui est proposé, alors que moi j'avais compris exactement ce que tu as expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée c'était d'augmenter la qualité des repas, et ça je suis à 100% d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je sais que les qualités nutritives d'un produit surgelé, comme les produits en boîte, c'est l'équivalent au frais. Mais bon, ça me chipote un peu ce phénomène-là. J'avais l'idée que ça serait plus du frais local. Bon, mais c'est vrai qu'il y a des contraintes techniques énormes. On est d'accord. Quand il n'y a pas de légumes, il faudra bien trouver les légumes pour faire manger. Ça, juste pour répondre à ce que tu viens de dire et pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut être conscient aussi que quand on va démarrer, bon, le chef il sera embauché un petit peu en amont, donc il va falloir qu'il construise ses filières, mais il est évident que au démarrage, il va avoir besoin d'outils et donc de fournisseurs qui sont peut-être un petit peu plus conséquents, et petit à petit, il construira ses filières et il ira davantage vers le local, c'est l'objectif. Non mais j'entends, mais le problème c'est que le surgelé, je vais caricaturer, le surgelé c'est moins cher que le local quoi, au final. Mais il peut y avoir, c'est ce que je disais quand je parlais de légumerie, il peut y avoir du surgelé local. Oui, mais voilà, c'est ça qu'il faut réfléchir, et c'était les questions que je voulais poser, c'est pas négatif, c'est simplement informatif, je voulais savoir où on en était. Le deuxième point que je voulais aborder, donc c'était le coût du fonctionnement. Alors là j'ai bien compris, c'est un coût supplémentaire. Exactement. Parce que quand on fait des calculs basiques, 7,69 € par 53 000 repas, ça fait 410 000 € quoi. Non, donc j'arrivais pas. C'est pas les frais de personnel, c'est le coût supplémentaire. Voilà, non mais d'accord, mais c'est pas écrit comme ça dans le texte.
C'est pour ça, c'est écrit coût fonctionnement. Et donc là, je me suis vraiment interrogé là-dessus. Donc il faudra mettre coût supplémentaire de fonctionnement, et là, ça va mieux. Je comprends mieux parce que ça couvre finalement le salaire du cuisinier globalement, quoi. Plus les évolutions, etc. Plus les évolutions de salaire du personnel, forcément. Parce que moi, je pense qu'ils vont travailler un petit peu plus, parce qu'actuellement, elles ne font, entre guillemets, que de réchauffer les plats, de servir et nettoyer. Là, elles vont avoir à faire la cuisine, globalement, enfin, le personnel, plus chauffer efficacement, et effectivement, plus servir et desservir. Donc il y a quand même une mission de plus qui est la confection des aliments, des repas, qui va prendre un peu de temps, surtout si on part sur des produits frais, avec des légumes qu'il va falloir éplucher, etc. quoi. Ce sera des métiers aussi plus physiques. Non, oui, aussi. Voilà. Donc ça veut dire que je ne sais pas qui est employé actuellement. Qui est employé actuellement à ces tâches-là. Je sais. Personnes, ouais. Voilà. Ils ont été informés, enfin plus qu'informés, hein, on les a tenus au courant au fur et à mesure. On leur a fait une présentation du projet au mois de mai, je crois, c'est ça. Voilà. Donc ils étaient, parce qu'il y avait le personnel qui travaille dans la cantine, il y avait aussi les ATSEM qui accompagnent notamment les enfants voilà, pendant le temps de repas, et puis les animateurs aussi de la LAE qui étaient présents. On avait une salle qui était pleine, quoi. Donc voilà. Oui, parce que les animateurs de la LAE, ils sont aussi impliqués dans le repas du midi, hein, ça fait partie de tout l'aspect éducatif, en fait, on compte grandement sur eux. Il y a l'aspect repas, mais le projet, c'est aussi un projet éducatif. Enfin, c'est où on veut élargir le champ de vision, ou on ne veut pas l'élargir. C'est aussi ça la problématique. J'ai encore deux remarques. Ouais, vas-y. La première remarque, c'est un peu, ça fait le reflet de ce qu'a dit Olivier, c'est sur les travaux. La marche en avant et la sécurité. Alors sur le plan théorique, c'est parfait. On a bien une séparation entre le propre et le sale. Quand on regarde le plan un peu plus détaillé, il y a des moments où on a l'impression qu'il y a du croisement, quoi. Il y a des recoins. Ouais. Alors là, mais j'ai entendu ce que tu as dit, et donc ça va être retravaillé, mais c'est bien. C'est le principe de la marche en avant. Ouais, il faut que ça soit la marche en avant. Et, un moment, et notamment pour alors c'est à Loré de Vore où les repas sont faits pour coup final. Oui. Le départ des repas pour coup final, j'ai pas bien compris comment il se faisait. Oui, alors voilà, il y a une espèce de salle là qui est au milieu de... Voilà, et c'est ça qui va... Et là, il y a du propre et du sale qui va se passer. Je redis qu'on n'a pas encore choisi le maître d'œuvre. Voilà. On est en pré-projet. Mais non, mais attends, je fais part de mes remarques. On ne signe pas le plan ce soir. Hein. Non, mais Thierry, ça fait effectivement partie du point à revoir. C'est cette zone qui n'est pas forcément utile d'ailleurs. Parce qu'on l'a vu dans d'autres cantines, il fonctionne autrement et ça marche très bien. Oui, donc, parce qu'il n'y a pas tant de repas que ça à envoyer. Donc, voilà. Et puis le dernier repas, c'est la démographie. Tu pars sur une augmentation du nombre de repas. J'entends ce que tu dis. Mais moi, j'ai aussi une notion que la démographie est en chute libre actuellement en France. Hein. Il y a moins 100 000 naissances par an depuis 7-8 ans. On ouvre une classe maternelle. Oui, mais en 2019, à Revel, il y a eu 90 naissances, alors que cette année, il n'y en a plus que 60. Hein. Ouais. Donc j'ai été regarder sur les chiffres de l'INSEE ce matin. Donc en 2019, donc c'est ça, c'est là. Et donc il faut voir un peu à long terme ce que ça va donner. Parce que la tendance, quand même, au niveau français, hein, je ne sais pas. J'ai regardé à Revel, c'est à peu près stable. Hein. Au début, il y a une dizaine d'années, c'était 80 naissances par an. En 2019, il y a eu un pic à 90. Et là, on est à 60 naissances. Donc il faut avoir un peu à long terme. Donc c'est un risque qu'on prend, c'est tout. C'est simplement pour attirer l'attention. Mais est-ce que, une fois de plus, je veux dire, soit on est ambitieux, soit on ne l'est pas. Mais à un moment donné, soit on veut avoir des projets éducatifs. Oui. Et c'est le financier que je suis qui vous le dit. Enfin, vous me reprochez assez souvent d'être financier et de vous embêter sur les budgets. Mais on veut avoir des ambitions, on ne veut pas avoir des ambitions. Il y a des domaines sur lesquels je ne dis pas que le coût passe au second plan, parce qu'il y a des limites du prix pour les familles, il y a des choses qui sont supportables ou pas supportables pour la mairie. Même si le surcoût est de 40 000 € au lieu des 20 ou 30 000 projetés, est-ce que c'est un problème existentiel pour les communes, pour les finances de la commune? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Et quand on met l'enjeu de ce projet en termes d'éducation, en termes de prévention, on va payer un CLS, un contrat local de santé, on investit sur un demi-poste supplémentaire sur sport santé. La nutrition, et ça m'a nourri très longtemps dans ma vie, est quelque chose d'important et de vital. Donc si nous, communes, sur ce qui nous incombe,
on n'accepte pas de faire cet impact-là, et on prend les remarques de ce plan qui est à améliorer, etc., je crois qu'on ne remplit pas notre mission. Voilà très fondamentalement mon sentiment. Et puis, puisque tu dis qu'il faut voir plus loin, peut-être aussi que ce type de projet, comme tous les autres projets là, qui vont sortir, et parce que c'est hyper riche là, ce qu'on est en train de mettre en place, je ne suis pas en train de nous auto-congratuler, mais bon, voilà, peut-être que ça pourra faire venir des nouvelles familles à Revel, qui est effectivement, comme tu dis, une population un peu vieillissante, mais voilà, peut-être ça favorisera l'arrivée de familles avec des enfants plus jeunes, etc. Voilà. Allez, tu voulais... Oui, c'est exactement ce... Pardon ? Allez, attends. On peut ne pas faire manger que les enfants, mais ça, on en après, c'est un reparlera. peu plus compliqué. Après, c'est un peu plus compliqué de mélanger dans les écoles des enfants, pas des enfants. Là, on verra plus tard. On va y aller étape par étape. Alain, tu voulais compléter? Oui, juste, Charlotte a entamé le sujet. Il y a une dimension économique, donc l'arrivée des familles, en supposant effectivement que tout ça fonctionne. Et derrière ça, il y a le maintien de producteurs locaux, voire la réinstallation de producteurs locaux. Donc si ça fonctionne, ça entraîne toute une dynamique territoriale. Donc je pense que c'est un projet très vertueux, même s'il a quelques petits risques. Mais honnêtement, un risque à 20 000 € sur un budget de 13 millions, ça ne m'empêchera pas de dormir la nuit. Je vous le dis très simplement. Bon. D'autres remarques? Mais c'est bien. C'est bon. C'est super. Ouais, moi je suis ravie de... Donc, on passe au vote de ce pré-projet. On peut parler de pré-projet une fois de plus. On n'est pas en train de valider, on n'a pas le maître d'œuvre, on est au début du chemin. Mais il faut avancer, il faut avancer, on va y arriver. Mais c'est bien pour ça qu'on le vote aujourd'hui, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Alors allons-y, donc je vous propose d'approuver le programme de cette opération, d'approuver le plan de financement ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à modifier celui-ci en fonction des critères de financement des différents financeurs potentiels. Parce qu'effectivement, on va aller un peu à la chasse aux subventions aussi, vous vous en doutez. Voilà. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Tu t'abstiens ou tu t'abstiens? Et qui est contre? Merci. Ok. Toujours, donc, j'avais dit en présentant le budget, c'est une année où on va dépenser de l'argent. Donc là, même si c'est 2025, on commence à mettre les prémices et on continue. Et je passe la parole à François. Alors, réhabilitation de la halle et du beffroi de Revel, approbation du programme. La halle de Revel et son beffroi, classés monuments historiques depuis 2006, nécessitent une restauration et une mise en valeur. En effet, l'usure du temps est aujourd'hui visible. Piliers fissurés, pieds de poteaux dégradés, altération de la pierre, dégradation avancée de la corniche et du campanile, infiltration en terrasse et toiture dégradée. En 2022, un diagnostic réalisé par le cabinet d'architectes du patrimoine Arc et Site, accompagné d'un économiste, d'un bureau d'études spécialisé en conception lumière et d'un bureau d'études fluides et sécurité, a détaillé ces dégradations et a préconisé des travaux. Ce diagnostic technique est validé et cofinancé par la Direction générale des affaires culturelles, ce qui permet à présent d'établir un programme de travaux et un calendrier prévisionnel d'intervention sur l'édifice. Des travaux d'urgence portant sur le frétage d'un pilier du campanile et la réfection des tuiles ont déjà été réalisés. Le beffroi accueille actuellement les bureaux de l'Office de tourisme intercommunal dont il conviendra de redéfinir l'occupation en fonction des usages. Le projet de travaux de restauration porte sur la restauration complète du campanile, la révision du paratonnerre et des horloges, la restauration du beffroi, maçonnerie, fer forgé, enduit, la restauration des piliers et de leur socle sous la halle, la reprise de la couverture. Les projets de travaux de mise en valeur portent sur la réfection du système électrique, la mise en lumière de la halle et du beffroi et la reprise de l'éclairage, la mise en valeur des poids et mesures. Les travaux pourraient se dérouler de septembre 2024 à décembre 2025. L'ensemble du projet est estimé à 1 962 166 € hors taxe. Le plan de financement de cette opération pourrait être en dépenses les prestations intellectuelles 214 000 €, les travaux 1 727 906 €, contrôle technique et SPS 20 260 €, tout ça pour un montant hors taxe total d'1 962 166 €.
En face, pour les recettes, la DRAC, 654 000 euros, la région Occitanie, 120 000 euros, et la ville de Revel, 1 580 599 euros, pour équilibrer tout ça. Je vous propose... D'abord, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tous ces travaux? Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il faut qu'on y aille aussi. On n'a pas trop le choix. Donc, c'est un risque aussi qui... Là, c'est une certitude. Voilà, là, il faut y aller. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver le programme de réhabilitation et de mise en valeur de la halle et du beffroi, d'autoriser Monsieur le maire à modifier le plan de financement prévisionnel en fonction de l'évolution du projet et des demandes de subvention. Donc, on passe au vote. Non. Oui, pardon. Oui, j'y vais. Bon. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Tu peux nous parler de ce qu'on envisage de faire pour complément de financement, pour essayer d'alléger la part commune? Arrêtez d'éteindre les micros. Oui, effectivement, donc 2,3 millions l'ensemble du budget. L'idée qu'on a, c'est effectivement de demander l'ensemble des subventions comme au taux maximum, bien entendu. Et avec la Fondation du patrimoine, si ce dossier est agréé, de lancer un financement participatif. Donc, lors du dernier séminaire des agents municipaux, j'ai un peu lancé le sujet. L'idée, ce ne sera pas tellement qu'autour de la table, on mette 10 € chacun, mais ça veut dire comment on peut associer la population et au-delà, grâce à la Fondation du patrimoine, dans le financement de ce projet. On est en train de rechercher un parrain et une marraine, ou une marraine pour cette opération, un peu avec une dimension, en tout cas régionale, si elle n'est pas nationale, parce que c'est quand même le beffroi, c'est quand même notre joyau, donc on veut y mettre le plus possible et y associer un financement participatif qui permette à chaque Revellois, ou en tout cas les gens qui ont le souci de Revel, de participer. Voilà, donc on va enclencher. On a un joyau plus un à Revel, ça fait le joyau et on n'a pas le droit, et devant nos successeurs, quels qu'ils soient, de ne pas s'occuper de ce beffroi et de faire les travaux. On n'a pas fait de travaux depuis une cinquantaine d'années à minima sur ce beffroi. On envoie les stigmates, je vous renvoie au rapport pour ceux que ça intéresse. Il y a beaucoup de travail à faire, mais on est là aussi pour assumer ça. Donc merci de ce vote, et puis on reviendra vers vous au fur et à mesure des éléments Fondation Patrimoine. Vestiaire suite. Donc par délibération en date du 2 décembre 2021, le conseil municipal a approuvé le projet de réhabilitation des vestiaires du terrain d'honneur du stade municipal. Et donc, pour réaliser ces travaux, un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 13 avril 2023. La date de limite des offres était fixée au 12 mai 2023. Bon, la procédure retenue est la procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique. Le règlement de la consultation prévoyait que le choix effectué en fonction de la valeur technique des offres et du prix. Et donc, après analyse des offres, il est proposé de retenir donc 9 entreprises. C'est peut-être pas détaillé, donc je vais passer un peu vite. Je répondrai aux questions s'il le faut. Le gros œuvre, donc, c'est SBR qui est de Revel pour un montant de 405 000 €. Les bâtiments modulaires, 438 000 €, c'est Module M, qui est une entreprise spécialisée à La Magdeleine sur Tarn. Les charpentes métalliques, c'est pour 53 000 € l'entreprise Fell Construction de Verdal. Les plâtreries, 57 000 € Montagnier Plaquis de Revel. L'électricité, 37 000 € Bouygues Énergie Service Montrabé. Chauffage, Veolia Toulouse pour 81 000 €. Les menuiseries extérieures, 15 000 € Laverne Menuiserie La Bastide Beauvoir.
faïence 52 000 euros M3 Revel et peinture extérieure et intérieure 60 000 euros Xivecas de Saint-Cernin-les-Lavores. Voilà. Il y a des photos. Alors, je vous rappelle le projet de rénovation des 2 vestiaires qui sont sous les tribunes et extension avec 2 modules et une coursive et une terrasse à l'avant accessible PMR avec un projet qu'on va essayer de rendre vertueux sur le plan environnemental avec récupération des eaux grises, c'est-à-dire récupération des eaux de douche pour utilisation dans les toilettes. Voilà, c'est un projet qu'on a largement débattu, largement travaillé. On a fait le maximum pour que ça nous revienne le moins cher possible. Et donc, on a une subvention de l'ordre de 60%, Benoît, c'est bien ça, 58%, 60% du montant. Au global, hein, au global. Totale, ouais. Voilà, pour ça. Voilà. Est-ce que je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer les marchés des travaux des lots 1 à 9 que je vous ai cités, de charger Monsieur le maire d'exécuter les marchés de travaux à intervenir et de charger le maire à signer les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Mais merci beaucoup pour votre soutien pour ce projet. On espère le voir aboutir rapidement désormais. Parce que... François? Merci. L'exploitation et maintenance des équipements de chauffage, ventilation, climatisation et production d'eau chaude, attribution de l'accord cadre. La commune dispose d'un parc immobilier important dont il convient d'assurer la maintenance en fonction des usages et de la destination en ce qui concerne le volet CVC et production d'eau chaude. Le recours à un prestataire extérieur peut s'effectuer avec plusieurs niveaux d'intervention. Le marché en cours d'exécution d'une durée initiale de 5 ans se termine le 31 août 2023. Il comprenait les prestations suivantes: fourniture d'énergie pour certains bâtiments, prestations de type P1, entretien des installations, prestations de type P2, gros entretien et renouvellement des matériels, P3. Afin de renouveler ce marché, la commune a été accompagnée par un cabinet d'assistance en maîtrise d'ouvrage et le périmètre et prestations à réaliser a été le suivant: surveillance, maintenance préventive et corrective CVC, ainsi que production de choses P2. Maintien, remise en état, gros entretien, renouvellement et garantie totale P3. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 12 avril 2023 avec une date limite de réception des offres le 22 mai 2023. La procédure retenue a été celle de l'appel d'offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2 premièrement et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique. Le règlement de la consultation prévoyait que le choix serait effectué en fonction de la valeur technique et du prix. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 8 juin 2023 et a décidé de retenir l'offre de base de la société Dalkia à Toulouse pour un montant de 377 979,35 € hors taxe, soit 453 575,22 € TTC pour la partie ordinaire et pour un montant maximum de 90 000 € hors taxe, soit 108 000 € TTC pour la partie à bonne de commande. Il s'agit d'un accord cadre composite de services. Cet accord cadre est passé à prix révisable pour une durée de 5 années à compter du 1er septembre 2023. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer l'accord cadre avec l'entreprise Dalkia pour un montant de 377 979,35 € hors taxe. Je ne vous le redis pas en TTC. Pour la partie ordinaire et pour un montant maximum de 90 000 € hors taxe, soit 108 000 TTC pour la partie à bonne de commande. De charger Monsieur le maire d'exécuter l'accord cadre de service à intervenir. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, il faut bien entretenir, juste moi je tiens à préciser, parce que j'ai fait partie de la commission, on était nombreux autour de la table pour la commission,
qu'il y a assez peu d'offres sur ce type de prestations, qu'on avait reçu 2 réponses à notre appel d'offres, qu'il y en avait une qui était au double de celle qu'on vient d'approuver, mais que par rapport à la prestation du précédent marché, il y a une augmentation de près de 50% des prix. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit en conclure, mais on a peu de choix parce qu'il faut bien entretenir l'ensemble des éléments, mais 2 offres, une 2 fois plus chère, celle qu'on retient, 50% plus cher que le même prestataire pour la même prestation il y a un an, enfin sur le marché précédent. Malheureusement, je pense qu'on fait face là aussi à l'augmentation des coûts et je voudrais être persuadé qu'ils soient tous justifiés, mais ma remarque vous montre que j'ai parfois quelques doutes là-dessus. Malheureusement, peu de choix. Aménagement voie verte, toujours François. Donc, aménagement d'une voie verte sur une ancienne voie SNCF, attribution des marchés de travaux. Par délibération en date du 16 juin 2022, le conseil municipal a approuvé le programme d'aménagement d'une voie verte sur une ancienne voie SNCF. Le linéaire concerné par ces travaux, soit 2,3 km, se situe du chemin de la Farguette, ancienne maison du garde-barrière, jusqu'à la zone industrielle de la Pomme, avec une sortie avenue Paul Sabatier au niveau du numéro 1, entreprise Santé Beauté. L'aménagement inscrit au schéma directeur des pistes cyclables de la commune permettra de favoriser les déplacements et de développer un espace de détente ainsi que de promenade. Il permet de relier les quartiers d'habitation périurbains et de proposer une alternative pour les employés qui se rendent à la zone d'activité. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 26 avril 2023 afin de choisir les entreprises